Mais aujourd'hui, place à la transformation de l'identité approchée par les études postcoloniales. Entre l'autre monde et moi se dresse perpétuellement une question non formulée. Certains ne la formulent pas par délicatesse, d'autres parce qu'ils ne parviennent pas à la cerner avec justesse. Tous cependant tournent autour d'elle. Ils m'abordent d'une manière un peu hésitante, me regardent avec curiosité ou avec compassion, puis au lieu de me dire directement « Quel effet ça fait d'être un problème ?», ils me disent « Je connais un homme de couleur très bien dans ma ville » ou « Est-ce que toutes ces vexations des sudistes ne vous font pas bouillir le sang ?» À la vraie question « Quel effet ça fait d'être un problème ?», il est rare que je réponde d'un seul mot. Et pourtant, être un problème est une expérience bizarre. Bizarre même pour quelqu'un qui n'a jamais été rien d'autre. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. L'histoire du Noir américain est l'histoire de cette lutte, de cette aspiration à être un homme conscient de lui-même, de cette volonté de fondre son moi double en un seul moi meilleur et plus vrai. William Edward Dubois écrit Les âmes du peuple noir en 1903. Un siècle plus tard, être un problème est encore un problème et c'est devenu l'objet et l'enjeu d'approches postcoloniales et féministes. Et pour évoquer ces approches de l'identité troublée, j'ai le plaisir de recevoir Houria Bentouhami, maître de conférences en philosophie à l'université Toulouse de Le Mirail, auteur de Race, culture, identité, une approche féministe et postcoloniale, disponible au PUF, et puis du dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile, disponible au PUF aussi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Géraldine. L'universel généralisant amène à une sorte de conception transparente de l'homme, où chacun peut se croire autorisé, étant persuadé que sa conception de l'homme est la bonne, n'est-ce pas, à obliger le voisin ou l'autre à accepter, à adopter, à intégrer et à assimiler cette conception de l'autre. Autrement dit, il me semble que l'universel généralisant est synonyme d'intolérance et d'oppression réelle dans les phénomènes de colonisation et aussi d'oppression intellectuelle. Et il me semble qu'une des armes contre cette prétention à l'universel généralisant, ce serait précisément de revendiquer pour chacun, pour chaque peuple, pour chaque culture, non seulement ce qu'on appelle maintenant le droit à la différence, qui semble un peu acquis intellectuellement, mais qui n'est pas du tout acquis dans les faits, n'est-ce pas? Non seulement le droit à la différence, mais ce que j'appellerais le droit à l'opacité. C'est-à-dire que je ne puis pas dire que ce que je ne comprends pas d'une culture ou d'un trait de culture n'est pas valable dans son contour et dans son contexte. Houria Bentouhami, on vient d'entendre une archive d'Édouard Glissant qui date de 1981. Alors contre la prétention à l'universel généralisant qui va impliquer un droit à la différence, Glissant plaide pour un droit à l'opacité des cultures. Alors on voit bien qu'entre universel généralisant, droit à la différence ou droit à l'opacité, la question de l'identité reste un problème. C'est un problème comme le dit Dubois dans le texte que j'ai lu au tout début de l'émission. Alors qu'est-ce qui fait problème dans la question de l'identité dès lors qu'on tente de la cerner à partir d'expériences de minorités comme vous le faites? Alors, déjà, précisément, j'aimerais, pour répondre à votre question, revenir sur ce que Glissant dit à propos de l'universel abstrait et sur le droit à la différence et le droit à l'opacité.
Il faut voir que pourquoi est-ce qu'il fait cette critique de l'universalité, c'est parce que précisément l'universel, on a tendance à opacifier justement ce qu'il y a d'expérience concrète aussi dans l'universel, de ce qu'il y a de corps incarnés derrière, notamment qui sont les porteurs de cette universalité. Et c'est en général, pour le dire rapidement, ce sera le modèle, la norme de référence, ce sera l'homme blanc hétérosexuel bourgeois. C'est vraiment donc finalement aspirer à l'universalité, à une forme d'égalité, ce serait finalement copier ce modèle-là, voilà. Donc, et quand il dit le droit à l'opacité, finalement, il faut donc le lire en parallèle avec cette opacité de fait qu'il y a dans l'injonction finalement à universaliser son expérience, c'est-à-dire en réalité à se blanchir, à correspondre à la norme blanche, mâle, hétérosexuelle et bourgeoise. Donc le droit à l'opacité, ici, il veut aussi dire autre chose, il faudrait pas se méprendre dessus. C'est pas du tout évidemment une espèce de chose un peu mystique qui serait une identité un peu fuyante, etc. C'est au contraire, moi je le rapprocherais un peu de ce que dit Judith Butler dans le récit de soi. C'est-à-dire finalement, il faut se demander, c'est une question politique, à qui demande-t-on d'être transparent? À qui s'adresse l'injonction à la visibilité, même l'hypervisibilité, à la clarté de son positionnement? Eh bien, ce sont en général les minorités. On demande aux minorités évidemment en général opprimées. Donc c'est à elles qu'on demande d'être claires, par exemple de se désolidariser d'un acte par exemple qui aurait été commis au nom de leur culture. Donc sans cesse, voilà, ces minorités sont appelées à être claires. Et donc moi je pense qu'il faut voir aussi donc ce que dit Glissant de manière assez politique. Et puis bien sûr ce que dit Glissant qui est renvoie aussi à une expérience qui est propre aussi aux Caraïbes, finalement à c'est une expérience insulaire aussi qui renvoie à l'histoire de l'esclavage où sur ces îles notamment donc ça peut être Guadeloupe, Martinique pour prendre le cas les Caraïbes françaises. Ce sont des îles où on a vu finalement une multitude de cultures se mélanger, évidemment dans un contexte évidemment qui est traumatique, qui est celui de l'esclavage, mais où il est devenu au fil des siècles impossible de dire finalement ce qui alors dans une langue ou tout simplement dans la culture même culinaire, etc., appartient à telle ou telle culture d'origine. Donc il y a une opacité même de la racine, de l'origine. Donc ce qui est intéressant dans ce que dit Glissant aussi, c'est qu'on a une identité finalement qui est déliée de toute racine. Donc c'est pour ça qu'il est très influencé par Deleuze aussi. C'est une identité bien plus rhizomique qu'une racine déterminée. Donc contrairement aussi à tous ceux qui finalement disqualifient toute revendication d'identité, c'est qu'ils ont tendance à penser l'identité comme justement un supplétif pour penser simplement à la racine, l'origine immémorielle, etc. Or, ce n'est pas le cas. L'identité créolisée, en l'occurrence, c'est l'impossibilité de définir tout retour aux origines, toute forme d'origine. Et donc, c'est prendre ce fait-là comme expérience. Mais c'est aussi le cas aujourd'hui, par exemple, de la figure de l'immigré dont on entend énormément parler, qui est peut-être né ailleurs qu'en France, mais qui habite en France et qui ne se reconnaît ni en France ni dans son pays d'origine ou tout ailleurs, tout cas d'immigration. Et effectivement, il y a un flou, une étrangeté qui est une étrangeté radicale, c'est-à-dire que il n'y a jamais de coïncidence entre un soi et un autre, parce qu'on est toujours renvoyé au problème de l'autre. Et c'est ça aussi peut-être ce qui fait problème dans cette identité, comme le dit Dubois dans le texte que j'ai lu au départ. Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent aussi, le problème c'est que l'identité justement n'est pas encore une fois à concevoir, c'est-à-dire de manière soliptique, comme simplement le retour sur soi, la réflexivité, le vertige intérieur de l'intériorité, etc., contemplative de soi. L'identité est une identité avant tout sociale et politique, c'est-à-dire que c'est un rapport social, c'est le résultat d'un rapport social. Et ce que dit Dubois, on le voit très clairement dans ce texte-là, c'est alors lui il prend l'exemple évidemment parce que d'une interaction ordinaire
ordinaire, hein, finalement d'une expérience ordinaire, quand les gens s'approchent de lui et finalement entre mépris et compassion, pitié, hein, il dit. Et il lui demande donc ce que cela fait que d'être un problème. Et effectivement, être un problème, c'est précisément, et c'est vécu assez douloureusement par toute minorité, j'allais dire exclue ou en tout cas opprimée, c'est de ne pas avoir droit à l'énonciation sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire finalement, de se dire soi-même, de dire qui l'on est. On est toujours déjà dit. Et j'aimerais rapprocher ce texte de Dubois, qui est un sociologue noir américain de la fin du 19e siècle et qui est aussi l'un des initiateurs du mouvement pour l'avancement des personnes de couleur aux États-Unis. J'aimerais rapprocher donc ce texte du Dubois de Fanon, puisque précisément il est dit aussi dans Fanon que être un problème, c'est toujours devoir sans cesse finalement être attendu quelque part. On est toujours attendu au tournant, si vous voulez, pour le dire rapidement. C'est une identité où on est toujours précédé. Il dit contrairement à la blancheur qui se tient toujours en arrière, c'est-à-dire qu'il le porte en arrière de soi. Finalement, la personne de couleur ou la personne, on va dire racisée, pour le dire comme ça, est toujours précédée. Voilà, il dit j'arrive au cinéma, on m'attend déjà. Finalement, c'est-à-dire je suis toujours la moindre erreur finalement est guettée, le moindre faux pas est guetté, ou à l'inverse la moindre confirmation de son infériorité aussi est guettée. Donc ce sera pour le cas de Frantz Fanon dans Peau noire masque blanc le cas de de cet homme noir très lettré qui arrive de la Martinique, qui parle très bien français, mais qui arrive en France et qui, pour commander un verre de bière, finalement c'est assez humoristique d'ailleurs, met tellement l'accent finalement au début sur les R, à bien prononcer le français, qui termine par finalement l'accent nègre, pour le dire petit nègre, pour le dire rapidement, et demande un verre de bière. Et donc oublie les R. Et donc dans ce drame finalement, qui est le drame d'une interaction quotidienne du garçon de café, qui reprend un peu en la détournant la scène de Sartre, du garçon de café, eh bien il montre finalement encore ici, on est tellement attendu qu'on finit par se conformer finalement à ce qui est attendu de nous. Est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française? Qui se sent français? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française. Et personne ne se sent français. Alors, toi, sauf toi, pourquoi? déjà, tu vas nous écouter. Écoutez, dans ma tête, je suis blanche. Je suis une blanche. Voilà. Et c'est quoi le lien en fait? Pour être français, il faut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. À l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi alors? Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Mais c'est qui les Français pour toi? Les Français? Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Aux Antilles, le jeune noir, qui à l'école ne cesse de répéter « nos pères les Gaulois », s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc qui apporte la vérité aux sauvages, une vérité toute blanche. Il y a identification, c'est-à-dire que le jeune noir adopte subjectivement une attitude de blanc. Il charge le héros, qui est blanc, de toute son agressivité, laquelle, à cet âge, s'apparente étroitement à de l'oblativité, une oblativité chargée de sadisme. Un enfant de 8 ans offrant quelque chose, même à une grande personne, ne saurait tolérer de refus. Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais une attitude, une habitude de penser et de voir, qui sont essentiellement blanches. Quand, à l'école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages, dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais. Étant écolier, nous avons pu discuter pendant des heures entières sur les prétendues coutumes des sauvages sénégalais. Il y avait dans nos propos une inconscience pour le moins paradoxale. Mais c'est que l'Antillais ne se pense pas noir, il se pense antillais. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l'Antillais se comporte comme un blanc.
Or, c'est un nègre. Cela, il s'en apercevra une fois en Europe. Et quand on parlera de nègre, il saura qu'il s'agit de lui aussi bien que du Sénégalais. Le noir, dans la mesure où il reste chez lui, réalise à peu de choses près le destin du petit blanc. Mais qu'il aille en Europe, il aura à repenser son sort. Car le nègre, en France, dans son pays, se sentira différent des autres. On a vite dit « le nègre s'infériorise ». La vérité est qu'on l'infériorise. Le jeune Antillais est un Français appelé à tout instant à vivre avec des compatriotes blancs. Ouria Bentouami, alors c'est assez frappant entre l'extrait que l'on a d'abord entendu, c'était un documentaire de Mohamed Oulad et Isabelle Weckstein-Steig qui s'appelle Infrarouge et qui date de 2016, donc avec ces adolescents qui sont français mais qui ne se sentent pas français, pour qui le français type c'est un blond aux yeux bleus, et ensuite le texte de France Fanon qu'on a entendu interprété par le comédien Fabien Wolfram, extrait de Peau noire, masque blanc qui lui date de 1952. Il y a donc ce même rapport à l'identité qui reste clivée, duel, comme le disait Dubois. Une personne qui est noire a beau adopter subjectivement une attitude de blanc, ne va pas pour autant, va toujours se sentir différent. Qu'est-ce qui résiste à cette différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une identité clivée, alors même, par exemple, dans le cas de ces adolescents, alors même qu'ils sont français? Alors oui, il y a quelque chose effectivement qui résiste, mais j'allais dire, ce n'est pas de leur faute. Justement, c'est ce que dit très bien Fanon à la fin du texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire que le noir finalement ne s'infériorise pas, il est infériorisé. Et il faut le comprendre à la lueur finalement de cette remarque, le documentaire, parce que nous dit Fanon, c'est que finalement pour être convenable, c'est-à-dire que pour être gratifié socialement, pour avoir une certaine reconnaissance sociale, il faut adopter, mais ça j'allais dire de manière très générale, il faut adopter les codes du dominant. Et en l'occurrence, pour un noir, c'est complètement traversé par la ligne de couleur. Pour un noir, être gratifié socialement, c'est faire comme un blanc. Et faire comme un blanc, c'est quoi? C'est tout simplement se rendre compte, c'est partir du constat quand même social, économique, politique, etc., que ce sont les blancs qui disposent d'un statut social bien plus enviable que la majorité, disons, des noirs ou en général des personnes encore une fois de couleur ou racisées. Donc voilà, tout simplement, il faut le comprendre à l'aune de ce rapport social. Ce qu'on appelle la blanchité, par exemple, si vous voulez, c'est un dispositif, pour le dire, c'est le système où la blancheur joue le rôle d'une reconnaissance sociale. Il ne faut pas l'entendre d'ailleurs simplement de manière directement épidermique. C'est-à-dire que c'est pas simplement le blanc, le dégradé de couleur que l'on va évaluer pour savoir si vous êtes respectable. Mais c'est plutôt une collusion entre différentes sphères, donc économique, culturelle, sociale, langagière, etc., qui fait que la blancheur donc va devenir la valeur par excellence du désirable, de ce qui est désirable. Donc pas étonnant effectivement que l'Antillais en l'occurrence veuille être blanc. Il veut finalement jouir de la même position sociale que les Blancs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les conditions de l'amour de soi sont celles de la haine de soi, d'être noir finalement. Parce que l'Antillais va finalement se surveillant de lui-même, si vous voulez, il va devenir surveillant de lui-même, il va faire en sorte de ne pas être trop blanc, va adopter des tactiques de blanchiment de peau, de la voix, dans les manières d'habitus bourgeois, etc. Et aussi dans la convivialité, c'est-à-dire dans les rapports conviviaux, par exemple dans la blague, dans l'humour, on se plaira aussi finalement à se distinguer de ces pauvres airs que sont par exemple les Noirs d'Afrique. Donc finalement, il y a cette distorsion énorme et douloureuse que relève Fanon quand il écrit ce texte, c'est que les Noirs finalement, pour s'aimer, c'est-à-dire en réalité donc pour être accepté, pour être aimable, pour être aimé du maître, pour le dire rapidement, doivent détester les leurs. Doivent détester ce qui en eux relève de la noirceur, relève finalement de ce qui est détesté par le maître blanc. C'est un héritage de l'esclavage.
autant le dire. Donc c'est pas, si vous voulez, ça ne sert à rien de dire que au niveau analytique que tous les blancs ne sont pas pareils, que tous les noirs ne sont pas pareils. On parle pas du tout ici d'une description, j'allais dire purement épidermique de la blancheur et la noirceur. Il y a des noirs, comme le montre très bien Fanon, qui sont blancs dans leurs attitudes. C'est-à-dire la blancheur ici, c'est le nom encore une fois d'un rapport social, c'est le désir d'être au niveau du dominant. Donc il y a un rapport intéressant. Il y a peut-être deux choses à distinguer. Effectivement, peut-être quelque chose qui relèverait d'une couleur de peau en fait qu'on a pensé de manière biologique et que l'on pense maintenant de manière culturelle. Et puis effectivement de l'autre le propre rapport à soi que l'on peut avoir quand on construit son identité. Dès lors en fait que ce n'est pas le regard de l'autre en fait qui va nous médiatiser et nous faire advenir à nous-mêmes, mais qui vraiment va nous dominer et que l'on va intérioriser, si bien que l'on ne va plus faire la part entre ce qui relève de soi et de l'autre. Donc il y a à la fois un rapport, on va dire, social, politique, même sociologique, qui serait peut-être une forme de nouveau racisme. Et puis il y a de l'autre aussi un rapport beaucoup plus existentiel à soi, et il y a peut-être ces deux dimensions-là à distinguer. Oui, effectivement, il y a, si vous voulez, la question de l'identité est toujours traversée d'une dialectique. Il y a toujours cette idée, effectivement, qu'on voit dans la psychanalyse, qu'on voit chez Hegel, évidemment, avec la dialectique du maître et de l'esclave. Pour savoir qui l'on est, finalement, faut s'affronter, faut se confronter à autrui, et qui est aussi doté donc d'une conscience, pour reprendre le modèle hegelien de la phénoménologie de l'esprit. Mais ce qui est, si vous voulez, perverti dans l'assomption identitaire à l'être chez les colonisés, et chez les racisés, ce n'est pas, si vous voulez, il y a un sociologue postcolonial d'origine jamaïcaine, anglaise et d'origine jamaïcaine, Stuart Hall, qui parle à ce propos de soi-même pour un autre. Donc nous connaissons la formule de Ricoeur, soi-même comme un autre. Ici, c'est soi-même pour un autre. C'est donc le pour autrui, c'est-à-dire que l'aliénation est fondatrice de l'identité. Donc il ne sait pas entendre ici, donc simplement dans la reconnaissance mutuelle de deux consciences, c'est que celui qui est infériorisé en vient à aimer et à se vouloir à travers sa propre infériorisation. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement ça, que les conditions de l'amour de soi, c'est la honte de soi au final. Et puis pour votre question, finalement, oui, est-ce qu'on doit distinguer finalement entre des identités culturelles et des identités finalement naturelles, un soi naturel. Bon. En réalité, ce que montrent les études postcoloniales, et là, peut-être que je peux m'arrêter à un moment sur que veut dire postcolonial pour éviter tout malentendu à ce propos, c'est tout d'abord, il ne faut pas simplement le voir comme un séquençage historique où il y aurait du coup tout ce qui relève de la colonialité, du colonialisme, renverrait à un passé, et donc serait simplement postcolonial, un regard rétrospectif sur ce qu'il s'est passé dans des économies, des sociétés qui auraient subi la colonisation ou l'esclavage. Donc ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'une question finalement de retour mémoriel ou historique sur des expériences passées. Mais c'est une pensée du présent. C'est comprendre aujourd'hui ce qui, dans les rapports sociaux, est conditionné par justement cette histoire, par ces expériences historiques, et donc comment il y a un héritage véritablement de ces expériences historiques, mais également comment il y a une reconfiguration, une recomposition des rapports sociaux à l'aune de cet héritage. Donc c'est jamais simplement un reste, comme par exemple pour le racisme, on peut pas parler du racisme en termes simplement résiduels. Le racisme est bien constitutif de nos sociétés postcoloniales, mais il est constitutif de nos sociétés postcoloniales pour une raison très simple, c'est qu'il se recompose sans cesse. Et donc j'arrive véritablement à votre question sur le racisme biologique et le racisme culturel.
On a souvent tendance à dire, effectivement, qu'il y aurait eu un dépassement du racisme biologique, il y aurait une disqualification des distinctions de race. On n'emploie plus d'ailleurs le terme de race qui renvoie aussi, dans l'histoire des idées, à cet étayage scientifique et biologique. Oui, voilà, donc il y a eu cette disqualification, et d'ailleurs très vite quand on parle de race aujourd'hui, on nous renvoie toujours pour nous disqualifier notre propos finalement à ce racisme biologique. Donc tout le monde est d'accord, voilà, pour le disqualifier. Or, j'allais dire, est-ce que le racisme est simplement recomposé dans le domaine culturel ? Quand on dit racisme culturel, on a tendance aussi à ne penser cela que dans le domaine purement des idées, donc idéologique. La culture étant simplement, voilà, sur quelque chose qui serait distinct du plan matériel, des conditions de vie, d'existence, de la vie, même des corps racisés. Ce serait finalement des mentalités arriérées qui seraient racistes. C'est ça le racisme culturel, en l'occurrence plutôt populaire, c'est-à-dire voilà pas un racisme intellectuel comme il y a pu avoir dans le racisme scientifique. Mais dans cette distinction entre racisme culturel et racisme biologique, il y a finalement on disculpe d'une certaine manière tout ce qu'il y a aussi d'intellectuel et de pensée dans le racisme aujourd'hui. Il y a encore une pensée intellectuelle du racisme. Oui, il y a une pensée qui prend, comme le dit Homi Bhabha, qui est un autre un théoricien postcolonial plutôt en littérature, il parle du discours national identitaire comme d'un texte disséminé. Donc on peut retrouver d'une pensée raciste qui est disséminée finalement dans des politiques migratoires, dans des politiques à l'emploi, dans les politiques sécuritaires, etc. Là, on a un racisme disséminé qui est une pensée. Il suffit de voir les formations, par exemple, d'écoles de police, où on a véritablement un listage, un listing des attributs des attributs moraux, criminels, en fonction de la culture. Ça, c'est un racisme, c'est une pensée du racisme en acte, c'est-à-dire véritablement pour donner lieu à une pratique policière, mais c'est de la pensée intellectuelle raciste. Ensuite, racisme biologique qui continue aussi, puisque la vie même des individus racisés est en jeu. Donc on ne peut pas dire simplement que c'est culturel au sens de purement idéal. Donc je pense qu'il faut redéfinir la culture, et c'est ce que font les études postcoloniales, donc décoloniales en réalité, c'est-à-dire qui visent politiquement à défaire ce qui relève des identités figées, et notamment de la glorification d'une identité nationale qui nie d'autres formes d'identité. Toute idéologie interpelle les individus concrets en sujets concrets, par le fonctionnement de la catégorie de sujet. Voilà une proposition qui implique que nous distinguions, pour le moment, les individus concrets d'une part et les sujets concrets d'autre part, bien qu'il n'y ait à ce niveau de sujets concrets que supportés par un individu concret. Nous suggérons alors que l'idéologie agit ou fonctionne de telle sorte qu'elle recrute des sujets parmi les individus. Elle les recrute tous, ou transforme les individus en sujets. Elle les transforme tous. Par cette opération très précise que nous appelons l'interpellation, qu'on peut se représenter sur le type même de la plus banale interpellation policière de tous les jours. « Eh, vous là-bas !» Si nous supposons que la scène théorique imaginée se passe dans la rue, l'individu interpellé se retourne. Par cette simple conversion physique de 180 degrés, il devient sujet. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu que l'interpellation s'adressait bien à lui, et que c'était bien lui qui était interpellé, et pas un autre. L'expérience montre que les télécommunications pratiques de l'interpellation sont telles que l'interpellation ne rate pratiquement jamais son homme. Appel verbal ou coup de sifflet, l'interpellé reconnaît toujours que c'était bien lui qu'on interpellait. C'est tout de même un phénomène étrange, et qui ne s'explique pas seulement, malgré le grand nombre de ceux qui ont quelque chose à se reprocher, par le sentiment de culpabilité. Ouria Bentouami, c'est Louis Althusser qui soutient dans ce texte interprété par Fabien Wolfrom et extrait de Idéologie et appareil idéologique d'État qui date de 1970. Donc c'est Louis Althusser qui soutient que l'idéologie transforme les individus en sujets avec cette opération qu'est l'interpellation. Alors effectivement, on voit bien ici que l'identité n'est pas produite par les individus eux-mêmes qui deviendraient sujets par cette opération, mais qu'on assigne
quelqu'un a une place et que par là, il acquiert une identité. Mais de là, deux questions. Alors, à quelle place on assigne cette personne qui est toujours interpellée, qui semble toujours être coupable? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut encore vouloir même de l'identité? Est-ce qu'on a envie encore de reconquérir cette identité alors qu'en fait, elle est toujours sclérosante, enfermante? Alors, oui, c'est ce qui est complexe dans ce texte et en même temps très ordinaire. C'est la complexité, j'allais dire, mais d'un acte ordinaire. Hein. C'est ce qui fait la richesse de ce passage. Il dit quelque chose de vrai et de juste et dont on peut faire un parallèle, si vous voulez, avec encore une fois le texte de Frantz Fanon de Peau noire, masque blanc, à propos donc de ce que vous dites sur comment revendiquer votre problème. C'est ça, c'est comment revendiquer une identité qui, par ailleurs, nous a déjà qui pour nous reconnaître finalement, on doit se dédire d'une certaine manière. Comment être reconnu dans le langage dans le langage d'un autre. Peut-on se reconnaître dans le langage d'un autre? Et même d'ailleurs philosophiquement, est-ce qu'on a encore envie de l'identité pour se comprendre soi-même? Est-ce que c'est pas une notion dépassée dès lors qu'elle est liée, articulée avec dimension politique et raciale et raciste? Oui, du coup c'est bien ça, si vous voulez. C'est comment faut-il, alors du coup c'est pas comment, mais faut-il se dire? Quand se dire, c'est se dédire, pour le dire, excusez-moi, pour vraiment le concentrer de manière dense comme ça. Faut-il encore se dire? Eh bien oui, c'est là où c'est très complexe. Et donc pour faire le rapprochement, comme je le disais avec Fanon, ce que fait Pierre Macheret d'ailleurs, c'est la scène d'interpellation, donc dans Peau noire, masque blanc, où un enfant croisé dans les rues de Lyon voit donc Fanon et dit à sa maman tiens, un nègre, et aussi à maman, j'ai peur, un nègre. Et donc Fanon se disloque littéralement complètement. Il finalement toutes les promesses de lui-même qui permettaient justement de s'assumer comme un individu comme les autres, non reconnaissable, invisible, etc. Finalement, tout à coup, était mis en pleine lumière, figé dans une identité, un nègre. Et comme pour le cas de l'interpellation policière, finalement, ce qui se joue dans cette interaction, il y a quelque chose de structurel qui se joue là, un rapport social de toute façon qui est surdéterminé par donc en l'occurrence pour Althusser, donc des appareils idéologiques d'État comme la police, l'école, l'Église, l'armée, etc. Donc évidemment, comment se dire nègre, en l'occurrence pour Fanon, encore, lorsque finalement nègre est devenu une insulte? Comment se dire dans l'autre cas, citoyen, pour le dire rapidement, quand citoyen est devenu finalement rien d'autre que assujetti finalement à la norme policière, à l'obéissance. Être citoyen, c'est être sujet, c'est-à-dire simplement obéir à la loi. Est-ce que je veux encore, c'est là votre question, est-ce que je peux encore désirer finalement même lutter pour la citoyenneté, et dans le cas de Fanon, lutter pour se voir reconnaître une dignité à être nègre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux donc abandonner si tant est que ce soit possible, mais... ces deux termes, si tant est que ce soit possible. Et c'est là où je pense c'est pas exactement la même chose que finalement de se revendiquer citoyen ou de se revendiquer nègre. Fanon dit clairement je veux maintenir cette revendication identitaire contre un Sartre qui dit qu'il faut dépasser tout ça, il faut dialectiser, il faut directement aller à l'universel et revendiquer plutôt son statut de opprimé qui aspire à la libération totale. Donc oublier finalement la revendication au nom de sa race, pour le dire rapidement. Donc il avait besoin, dit-il, de se fondre dans la négritude, dans le noir complet, c'est-à-dire finalement de se conforter dans ce qui est méprisé, dans ce qui est insulté, dans ce qui est piétiné, pour pouvoir avec les siens reconstruire quelque chose comme une confiance en soi. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que là, ça se distingue, j'allais dire simplement, de la citoyenneté, parce qu'on n'a pas ce même moment, j'allais dire, dans la revendication pour le citoyenniste, pour le dire rapidement, d'un partage d'une expérience particulière. C'est plutôt directement, la citoyenneté, c'est le partage d'une expérience universelle et d'universaliste.
Donc c'est différent pour l'identité. Donc oui, il faut revendiquer effectivement je suis nègre et je vous emmerde pour reprendre Césaire. Et puis pour il y a peut-être un moment où il faudra effectivement le dépasser, et ça il en avait conscience aussi. Si vous voulez, quelqu'un comme Fanon, même Césaire, il faut pouvoir à un moment dire nègre, que ça devienne, le mot nègre devienne le nom d'un universel. Et c'est ce qu'on trouve, et qui est méconnu. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi l'histoire des libérations coloniales et libérations de l'esclavage, etc. À Haïti, dans la déclaration, dans la constitution haïtienne, il est dit à un moment, tous les hommes sont nègres. C'est-à-dire que nègre devient le terme pour homme. C'est un universel autant que pour homme. Donc c'est finalement à l'universalisation et à la départicularisation d'une expérience, mais née au corps même d'une expérience particulière, que finalement on va pouvoir recréer un nouvel universel. Et voilà, contre eux, donc c'est pas simplement dire les nègres sont des humains, mais c'est que tous les hommes, ils inversent, si vous voulez, tous les hommes sont des nègres. Oh la vache! Lucien! Il est revenu, le fils de pute! Il est peut-être pas mort? Plus mort que lui, c'est difficile. Quel est le bougre de fils de pute qui l'a ramené? Ah ben le v'là le saligo. Mais arrête, nom de Dieu! Sale moricot! Mais qu'est-ce qui t'a pris de me ramener ce fumier? Mambo, s'il vous plaît, Mambo! Mais tu vas me payer ça, je vais te découper les fesses en lanière, moi! Je demande pardon, mais qu'est-ce qui t'a pris, nom de Dieu? Alors, comment ça va, vendredi? Le temps se couvre, on dirait, hein? Merci, mon commandant. Ça va pas mal, merci. Oui, je crois qu'il va faire de l'orage. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui t'a pris de me ramener ce pourri? T'avais qu'à laisser lui, il était bien là où il était, imbécile! Oh, ça non, ça suffit! Non, mais écoute, c'est vrai, Lucien, tu te donnes tout ce mal pour le tuer, et voilà ce con qui le rapporte! Aïe, oh ben... Mais c'est fini, rentre à la maison maintenant, allez, hop! En tant que femmes, on nous a appris ou bien à négliger nos différences, ou bien à les considérer comme des motifs de division et de suspicion, au lieu de les considérer comme des forces de changement. Sans communauté, il n'y a pas de libération, il n'y a qu'un armistice vulnérable et temporaire entre l'individu et son oppression. Mais la communauté ne veut pas dire se débarrasser des différences, ni prétendre que ces différences n'existent pas. Celles d'entre nous qui se tiennent à l'écart du cercle défini par la société comme celui des femmes respectables, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les creusets de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont plus âgées, savent que la survie n'est pas une compétence qui s'apprend à l'université. C'est apprendre à se tenir seul, impopulaire et parfois injurié, à faire cause commune avec ceux qui n'appartiennent à aucun système, afin de définir et de chercher un monde dans lequel nous pourrions toutes prospérer. C'est apprendre à tirer parti de nos différences et à en faire une force, car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Ils peuvent peut-être nous donner la possibilité, momentanément, de le battre à son propre jeu, mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un véritable changement. Et cette menace pèse uniquement sur les femmes qui continuent à considérer la maison du maître comme leur seul point d'appui. Ouria Bentouami, je viens de lire un extrait d'une militante féministe, Audre Lorde, dans un texte prononcé le 29 septembre 1979. Elle y dit cette phrase: « Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître ». Et pourtant, dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, c'est un film de Bertrand Tavernier qui date de 1982, qui s'appelle Coup de torchon. Dans cet extrait, on entend Isabelle Huppert interpréter la femme d'un policier dans un village d'Afrique occidentale française, donc un couple de colonisateurs qui maltraite un colonisé. Et cette femme que l'on entend dominée par son mari reproduit une domination. Et ceci nous permet de penser peut-être la manière dont la domination ne doit se penser qu'à l'intersection de plusieurs dominations, celle du genre et celle aussi effectivement de dominants et dominés, de colons et colonisés.
Alors, pour justement revenir sur l'interprétation et de ce film, je vais d'abord en passer par le texte et après je reviendrai sur le film. Le texte d'Audre Lorde, donc féministe, poétesse noire américaine, est très connue pour une raison simple, puisqu'elle nous dit il faut accepter finalement, pour se libérer, il faut accepter de déplaire. Or, lorsqu'on sait justement la part que tient la séduction dans la définition de la féminité, finalement au travers des siècles, on comprend finalement le sens de ce que veut dire féministe. C'est se désengager d'une certaine injonction à la féminité qui serait associée finalement à la séduction au sens de il faut sans cesse plaire aux dominants pour pouvoir être affranchi. Et il faut pas trop faire de vagues finalement, et on finira par obtenir, alors en l'occurrence pour les suffragettes, vous finirez par obtenir le droit de vote, et puis pour toutes les autres femmes en général, vous finirez par obtenir l'égalité. Donc c'est aussi cette idée que soyez non violente, ne passez pas finalement ne soyez pas virulente, restez dans votre sexe, assignation à se tenir, à être respectable pour pouvoir accéder complètement à l'égalité. Or elle tord complètement cette idée-là, et il faut d'une certaine manière se faire sorcière. Cette idée-là qu'il faut se faire sorcière, tant pis si l'on est impopulaire, c'est le terme qu'elle dit, tant pis finalement si l'on est vu comme des femmes violentes, et c'est souvent le cliché qui est donné à propos des femmes noires aux États-Unis qui ne savent pas se tenir à leur place, qui parlent plus fort que les autres. Et donc voilà, ce qui est intéressant ici, donc c'est comment finalement l'expérience minoritaire de ce que c'est que être une femme et des injonctions à la féminité nous permet de penser de manière beaucoup plus générale ce que c'est qu'un processus de libération. Il faut donc se désengager d'une certaine manière de ce que d'une assignation à être ce que l'on attend de nous. Ça c'est une chose. Et pour faire le lien avec le film de Tavernier sur la reproduction finalement d'une domination par un dominé. Comme si la libération passait par le fait de reproduire une domination à l'égard d'un autre. Oui, c'est ce qui est encore de perverti finalement dans les rapports de domination qui sont traversés à la fois effectivement par la ligne de couleur mais aussi par le sexe. C'est-à-dire que finalement pour les dominés, tout le monde est le dominé de quelqu'un, mais je voudrais pas non plus trop le généraliser parce que ça a tendance ensuite à complètement le déshistoriciser, mais en tous les cas, la domination doit se lire comme un rapport social, et pour les femmes, en l'occurrence ici, donc en 1938, pour les femmes, la seule manière d'être reconnue aussi, finalement, de disposer d'un certain pouvoir, c'est de se faire soi-même tyran d'un autre, d'une minorité plus faible, et d'une certaine manière, de traiter. Alors, en l'occurrence, il s'agit bien, ici, si je ne me trompe pas, d'un noir qu'elle maltraite. Tout à fait. Il s'agit donc de traiter ce noir, finalement, comme une femme. C'est-à-dire donc de pouvoir être battu sans qu'on l'en dise, quand personne n'a rien à redire. Donc encore une fois, on retrouve cette perversion où cette femme, pour être reconnue, doit agir comme un homme blanc et donc considérer le noir comme une femme sur qui il aurait le droit de violence, de mort, de vie et de mort pour voilà. Donc oui, les rapports sociaux sont imbriqués, les rapports sociaux de classe, de genre, effectivement de race, sont complètement imbriqués. On ne peut pas penser, j'allais dire, une position sociale indépendamment de la racisation ou non de la personne. Et de la même façon, on ne peut pas penser, j'allais dire, une revendication, alors pour le dire identitaire, c'est en tout cas quand on le voit de l'extérieur comme une revendication identitaire, indépendamment de l'expérience de classe qu'elle transmet également. Donc, il faut bien comprendre, donc ce n'est pas une superposition. Quand on parle d'imbrication des dominations, ce n'est pas une superposition, comme s'il y a une accumulation, un cumulard des différences. Il est à la fois femme, homosexuelle, etc. On a tendance un peu à galvauder ces imbrications-là. Ce sont véritablement des co-structurations. Et qui finalement confine à quelque chose qui complexifie le réel. C'est-à-dire que le racisme, pour aller aussi, pour comprendre aussi ce qu'il y a de très
plus que d'analogique, de co-structurer dans le genre et dans la race, puis aussi dans la classe sociale. Il faut voir aussi comment, c'est ça, se rapprocherait là cette fois-ci Fanon de Beauvoir. Beauvoir dit dans Le deuxième sexe qu'on ne peut pas penser la condition de la femme dans le cadre, par exemple, de la dialectique du maître et de l'esclave. Exactement comme ce que disait Fanon. Pour une raison très simple, c'est que l'ennemi est intime. C'est-à-dire que l'ennemi de la femme, ça peut être le mari, etc. Et donc c'est la difficulté finalement à restituer l'hostilité à l'ennemi qui empêche véritablement une libération radicale. Merci beaucoup, Ouria Bentouhami, d'être venue nous parler de l'identité. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Le dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile, et puis aussi de Race, culture, identité, une approche féministe et postcoloniale. Ces 2 ouvrages sont disponibles au PUF.